Cela a commencé, pas par une percée soudaine, pas par une annonce spectaculaire, mais par un glissement, discret d'abord, puis impossible à ignorer. Pendant plus d'1 an, l'Ukraine s'est concentrée sur l'affaiblissement des offensives russes. Engagement après engagement, ligne défensive absorbant la pression, logistique ciblée, équipement détruit, avancée ralentie, retrait forcé. Le champ de bataille ne bougeait pas vite, mais il bougeait. Et maintenant, quelque chose a changé. Au nord comme au sud, les forces ukrainiennes ont lancé des actions coordonnées de contre-offensive qui redéfinissent le rythme du conflit. Pas bruyamment, pas imprudemment, mais délibérément. Des ouvertures sont apparues et l'Ukraine s'y est engouffrée. À première vue, ces développements peuvent sembler limités à quelques localités. Mais dans la guerre moderne, la géographie n'est jamais simplement de la géographie. Chaque crête, chaque route, chaque village peut influencer les axes d'approvisionnement, la portée de l'artillerie et les options opérationnelles futures. Commençons par le nord-est, la région de Kharkiv. Depuis les premiers jours de l'invasion en février 2022, Kharkiv subit des pressions constantes. Les forces russes ont tenté des avancées rapides vers la capitale régionale avant d'être repoussées. Par la suite, des contre-offensives ont à nouveau déplacé les lignes. La région est devenue un espace de friction permanente, engagement de sondage, échange d'artillerie, mission de reconnaissance dans des conditions météorologiques difficiles. Cet hiver, des unités russes ont tenté d'établir des points d'appui dans de petites localités proches de la frontière. L'une d'elles, Chouhouivka. Profitant d'une faible visibilité et d'un brouillard saisonnier, des groupes d'infiltration auraient progressé vers les positions défensives ukrainiennes. L'objectif semblait limité, créer une présence avancée, tester les lignes, peut-être préparer de futures avancées. Mais les unités de reconnaissance ukrainiennes observaient. En coordination avec des opérateurs de drones et des forces au sol, elles ont identifié les mouvements, ajusté leur position et réagi. Ce qui a suivi ne fut pas une vaste offensive, mais une contraction maîtrisée. Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la localité, perturbé l'infiltration et rétabli la profondeur défensive. Sur le papier, Chouhouivka est petite. Stratégiquement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que la Russie a signalé à plusieurs reprises son intention de créer, dans la région de Kharkiv, une zone tampon, une bande territoriale destinée à repousser les forces ukrainiennes plus loin de la frontière russe, réduisant la vulnérabilité transfrontalière et stabilisant les lignes défensives. Mais la reprise de Chouhouivka complique cette ambition. Pas de zone tampon signifie pas de marge de sécurité élargie, pas de consolidation des positions avancées. À la place, de l'incertitude. Et l'incertitude se propage. Cap maintenant vers le sud, la région de Zaporijia. Contrairement à Kharkiv, cette zone n'est pas directement adjacente aux frontières internationalement reconnues de la Russie. Elle se situe plutôt le long de corridors opérationnels est-ouest essentiels. Le contrôle de ces territoires influence l'accès au Donbass, au réseau logistique et au système défensif stratifié construit au fil des années. Début février, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Ternouvat. Peu après, Kosivtseve et Pridorojne ont également été signalés comme étant revenus sous autorité ukrainienne. 3 localités, moins d'une semaine. Coïncidence ? Peut-être pas, car quelque chose de plus vaste pourrait se dérouler en arrière-plan. Tout au long de 2025, la Russie a concentré d'importantes ressources dans le Donbass. La densité des engagements a augmenté. Les échanges d'artillerie se sont intensifiés. Les avancées se mesuraient en mètres, non en kilomètres, mais elles étaient poursuivies sans relâche. Soutenir une telle pression exige des effectifs, et ces effectifs doivent venir de quelque part. Des analystes en sources ouvertes ont noté que des unités auraient été redéployées depuis des secteurs plus calmes afin de renforcer l'axe du Donbass. Si cela est exact, cela crée des lignes défensives plus fines ailleurs, notamment à Kharkiv et à Zaporijia. Et des lignes plus fines créent des opportunités. Une opportunité ne garantit pas une percée, mais elle invite à tester. Entre-temps, un autre élément complique le tableau. Le rythme d'avancée russe a ralenti. Des organismes indépendants de suivi ont signalé qu'à la fin janvier, les gains territoriaux moyens avaient chuté de manière significative par rapport au mois précédent. Les conditions hivernales, les fortifications défensives et la résistance ukrainienne soutenue semblent avoir réduit l'élan opérationnel. 6 ou 7 km² par jour peuvent sembler importants, mais sur une ligne de front de 1200 km, cela reflète des mouvements progressifs, souvent au sein de zones grises, contestées où le contrôle oscille. Un jour, une unité avance. Le lendemain,
elle se retire. Des revendications sont faites, des contre-revendications suivent. Dans un environnement aussi fluide, la perception peut dépasser la réalité. Et cela nous mène au tournant de l'histoire. Au moment même où l'Ukraine annonçait des gains à Zaporijia, plusieurs blogueurs militaires russes décrivaient de vastes contre-offensives ukrainiennes dans une série de localités dont certaines n'avaient jamais été largement reconnues comme étant sous contrôle russe. Pourquoi de tels récits émergeraient-ils? L'Institute for the Study of War a avancé une hypothèse. Certaines de ces affirmations auraient pu viser à expliquer des écarts entre les avancées russes rapportées et la position réelle de la ligne de front. En particulier, des responsables ukrainiens ont déclaré que Ternouvat n'avait pas été reprise parce qu'elle n'était jamais totalement tombée. Des tentatives d'infiltration russe auraient été repoussées avant tout changement de contrôle. Si cela est exact, certains gains revendiqués précédemment pourraient avoir été exagérés. Et des gains exagérés nécessitent des explications lorsqu'ils disparaissent. Dans les conflits modernes, l'information est aussi disputée que le terrain. Les rapports circulent plus vite que les véhicules blindés. Les récits façonnent les attentes. Et lorsque ces attentes se heurtent à la réalité, des ajustements s'imposent. Alors, que savons-nous avec une confiance raisonnable? Nous savons que l'Ukraine mène des engagements offensifs, pas partout, pas en continu, mais de manière stratégique. Le commandant en chef, Oleksandr Syrski, a déclaré ouvertement que la défense seule ne peut déterminer l'issue d'une guerre. L'initiative compte. Nous savons qu'au moins plusieurs localités à Kharkiv et Zaporijia ont changé de contrôle ces dernières semaines. Nous savons que la Russie continue de concentrer ses forces dans le Donbass, où les engagements restent intenses. Et nous savons que l'ensemble de la ligne de front demeure dynamique, fluide par endroits, solidement retranchée ailleurs. Ce que nous ne savons pas encore, c'est jusqu'où s'étendra cette phase de contre-offensive. L'Ukraine étendra-t-elle ses opérations vers le nord, accentuant la pression le long de la frontière? Les avancées au sud perturberont-elles les corridors logistiques ou ces actions localisées visent-elles principalement à étirer les ressources russes et tester la résilience défensive? Ce sont ces questions qui définissent la phase actuelle, car il ne s'agit pas seulement de quelques villages, il s'agit d'initiatives, de rythme, de perception contre réalité. Le paysage stratégique évolue, non par des bouleversements soudains, mais par des ajustements constants, engagement après engagement, avancée après retrait, décision après décision. Le paysage stratégique évolue, non par des bouleversements soudains, mais par des ajustements constants, engagement après engagement, avancée après retrait, décision après décision. Dans cette guerre d'usure, le temps lui-même devient un acteur. Les saisons influencent la mobilité. Les conditions météorologiques redessinent les priorités. La boue ralentit les blindés, le gel durcit le sol, chaque détail compte. Rien n'est anodin. Sur le terrain, les lignes ne sont jamais totalement figées. Elles respirent, elles se contractent, elles s'étirent. Une position gagnée aujourd'hui peut être contestée demain. Une avancée célébrée dans un communiqué peut être remise en question par un simple mouvement tactique quelques heures plus tard. Et au-delà du terrain, il y a la dimension invisible, celle de l'information. Les récits circulent, les analyses se multiplient, les chiffres sont annoncés, comparés, contestés. Dans ce brouillard stratégique, distinguer le signal du bruit devient un défi en soi, car la perception influence la diplomatie. La diplomatie influence les livraisons influencent le champ de bataille. Tout est lié. Dans le nord, la pression reste latente. Dans le sud, les lignes demeurent fragiles. À l'est, l'intensité ne faiblit pas. Pourtant, aucun secteur n'existe isolément. Une rotation d'unités ici peut créer une faille ailleurs. Un redéploiement discret peut modifier l'équilibre sur des dizaines de kilomètres. C'est un jeu d'endurance. Les ressources comptent, les stocks comptent, le moral compte, la capacité à maintenir des engagements prolongés compte. Et plus le conflit s'étire, plus ces facteurs prennent de l'importance. Si vous souhaitez anticiper ces évolutions, si vous voulez